Recording is on. Donc, écoutez, bienvenue mesdames, puisque nous sommes encore une fois que des femmes, pour ce petit rendez-vous des midis pédagogie. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se lancer dans les pédagogies actives, quelles sont peut-être les inquiétudes que l'on peut avoir et qu'on peut essayer pour lesquelles on peut essayer de se rassurer, savoir par où commencer, et puis surtout quel écueil éviter pour se lancer plus sereinement dans les pédagogies actives. Ce temps, c'est vraiment un temps d'échange. J'essaye au maximum que ça ne vienne pas de moi. Alors là, on est 5, donc on peut échanger un peu. Et que parfois, quand on n'est que 2 ou 3, c'est plus compliqué. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions, peut-être des inquiétudes ou des questions pour commencer cet atelier ? Non, aucune de vous n'avait d'inquiétude particulière ou de questionnement par rapport à la façon avec laquelle on peut mener des pédagogies actives en classe ? Alors, vous pouvez utiliser le chat, si vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre micro. Si vous voulez, vous pouvez faire avec le chat. Si vous n'êtes pas équipé d'un micro, il n'y a pas de souci, je lis la question. C'est plus intéressant, en fait, quand les questions proviennent des participants. Après, s'il n'y en a pas, je peux vous aiguiller et puis on peut échanger à partir de questions que j'ai déjà établies, parce que évidemment sur le groupe, je vois beaucoup d'échanges et de questions, d'inquiétudes de certains collègues par rapport au lancement dans les pédagogies actives. Moi, par exemple, je trouve que le fonctionnement de la classe, souvent, il est institué dès le début de l'année, même s'il y a des séances un peu particulières où on peut faire différemment. Et du coup, de pas avoir visuellement toute l'année de déjà prête, je trouve que c'est un peu stressant, où on se dit comment mettre en place en début d'année, ou peut-être prévenir les élèves comment ça va fonctionner, ne sachant pas comment la suite va être. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est tout à fait clair, et c'est vraiment moi aussi la difficulté que j'ai eue quand je me suis lancée. Je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à engager mon année, à me lancer, si dans ma tête, c'est pas clair ? Donc, j'ai pas commencé. J'ai attendu que ce soit clair dans ma tête, et à ce moment-là, j'ai commencé. C'est pour ça que quand je me suis lancée au mois de mars, tu vois, au courant d'une année, en fait. Parce qu'en septembre, j'étais pas prête encore. J'avais pas tout arbitré dans ma tête, j'avais pas réussi à définir toutes les modalités que je voulais. Voilà, donc j'ai beaucoup. Mais par contre, depuis septembre, je me suis beaucoup questionnée. J'ai beaucoup échangé, notamment avec Caroline Meyer, qui est aussi membre de la Team UDES, qui est prof d'histoire géo et qui est en pédagogie en plan de travail depuis 2017. Donc elle a une certaine expérience et on a beaucoup échangé. Elle m'a beaucoup amené à me poser des questions, en fait. Je pense que la première étape avant de se lancer, c'est de se poser plein de questions et de faire des choix, en fait. Il y a autant de fonctionnement en classe, en pédagogie active, en classe autonome, qu'il y a de profs et d'élèves, enfin d'associations profs-élèves. Donc, en fait, il faut faire ses propres choix en fonction de ce qui est important pour nous, du public qu'on a, des priorités qu'on se donne et puis des valeurs qu'on veut transmettre. Donc, effectivement, peut-être que si toi, tu n'es pas encore à l'aise dans ta tête avec ce que tu veux faire, peut-être que c'est trop tôt pour démarrer sur un changement complet. Par contre, ce que tu peux faire, c'est commencer sur des petites touches, par exemple sur un chapitre, en disant, voilà, ce chapitre, on va travailler un petit peu différemment, et puis faire un fonctionnement avec une feuille de route sur un chapitre, où voilà, tu leur expliques un peu, ça te permettra toi aussi de voir si tu te reconnais dans le fonctionnement que tu as choisi, les choses que tu pourrais améliorer. Tes élèves, ça va aussi leur permettre de rentrer progressivement, en fait, dans cette autonomie qui n'est pas forcément évidente pour tous les élèves. Ça, c'est aussi un des écueils dans lesquels je suis tombée, c'est que quand j'ai commencé en septembre l'année dernière, parce que j'avais commencé en mars, mais du coup, en septembre suivant, j'étais toujours en plein travail, j'ai pas pris le temps assez de leur expliquer. Je me suis dit, quand je leur ai expliqué en mars, ils avaient facilement compris. Donc là, ça va être pareil, sauf qu'à la rentrée de septembre, il y a énormément d'informations pour les élèves. Il faut surtout les petits sixièmes, moi j'ai des sixièmes, et il faut qu'ils découvrent leur classe, leurs camarades, le nouveau prof, le fonctionnement de chacun, parfois même l'établissement quand ils arrivent en sixième. Donc il y avait tellement pour eux de charge mentale
qu'en fait, ils n'étaient pas du tout prêts à entrer dans mon fonctionnement comme ça avait été le cas pour mes élèves en mars. Donc, un des conseils que je peux donner pour ceux qui veulent se lancer dès la rentrée, là, vraiment prendre bien du temps pour répéter les premières séances, parce que les élèves ont beaucoup de choses à mémoriser. Hein. Donc, bien réexpliquer le fonctionnement. Mais dans ce que tu as commencé à réfléchir, est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles tu as arbitré, tu dis tiens, ça j'ai envie de le faire, ça me tente, ou est-ce que c'est encore très flou? Je sais pas si ça, des choses que j'ai vues sur le groupe, par exemple, ce qui me plaît beaucoup, c'est le petit tétraèdre, parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me pose problème, savoir qui a besoin, qui a pas besoin, et je trouve que ça a l'air, voilà, c'est plutôt des outils comme ça pour l'instant que je vois, que je me dis tiens, ça je testerai bien, etc. Après, oui, faire une feuille de route, tout un chapitre, il faut encore que voilà, que je réfléchisse aux différentes manières. C'est plus difficile pour moi d'imaginer sur une séance, ça va, d'imaginer, voilà, comme je peux le faire parfois, une séance un peu spéciale, un jeu, quelque chose d'un peu différent sur une séance. Après, l'imaginer sur vraiment plusieurs séances où vraiment justement ils peuvent choisir par quoi ils commencent, l'ordre dans lequel ils font, et créer des choses. Je pense que petit à petit, je vais essayer de faire plus de choses en autocorrection déjà, et peut-être différencier plus ce que je fais. Voilà, par petites touches déjà des choses. Ah, mais c'est déjà énorme. Hein. Après, le fonctionnement en plan de travail n'est pas adapté à tout le monde. Enfin, chacun aussi a sa façon d'enseigner. Certains ne peuvent faire des pédagogies actives sans jamais passer par le fonctionnement en plan de travail. Hein. Mais déjà, ludifier, faire du travail de groupe, utiliser des leçons à manipuler, par exemple, tout ça, c'est d'autres façons en fait d'être dans les pédagogies actives. Alors le tétraèdre, il fonctionne très bien. Moi, je l'utilisais, ça fait à peu près, je pense que la première année où je l'ai utilisé, ça devait être il y a 7-8 ans. On avait mis en place une classe coopérative dans notre établissement, et donc du coup, c'est un des outils qu'on utilisait. Et puis après, j'avais arrêté de l'utiliser quand je suis passée en plan de travail, puisque en fait, tous mes élèves travaillaient pas forcément en groupe. Certains travaillaient seuls. Et puis là, je vais les remettre, parce qu'en fait, c'est vrai que même en fonctionnement en plan de travail, je pense que ça peut m'aider. Et puis je l'ai adapté du coup à mes besoins en fonctionnement en plan de travail, en distinguant ceux qui ont besoin d'une correction ou bien d'une aide. Mais différencier, c'est aussi une façon d'offrir des choix. Donc, tu rends l'élève plus acteur de ses apprentissages, hein, donc c'est top déjà. Et puis choisir l'ordre des activités, c'est vraiment ce qu'il y a le plus dur. Hein. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut se fixer au départ. On n'est pas nombreux à laisser l'ordre dans le choix des activités, parce que je trouve en sciences en plus, c'est vraiment pas évident à déconstruire notre logique avec laquelle on a été formé. Et tu vois, j'en discutais aussi avec Caroline, donc qui est en histoire géo, hein, Caroline Meyer, mais elle ne laisse pas non plus le choix dans l'ordre des activités. Elle l'a déjà fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Parfois, ça demande vraiment beaucoup de temps pour concevoir le chapitre, et c'est du temps qu'on n'a pas forcément. Hein, clairement, moi, c'est pour ça, là, quand mon chef m'avait dit ah, oui, mais ce serait bien que vous ayez des troisièmes et prochaines, je lui ai dit hop, hop, hop. Chef, pas cette année. En fait, moi, pour prévoir tout un programme en plan de travail, il faut que je prépare à l'avance, quoi. Donc là, cette année, je vais préparer mon programme de troisième que j'aurai seulement en septembre 2023. Parce que c'est vrai que ça demande du temps, clairement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions comme ça que vous pourriez avoir sur le fait de se lancer, sur des aspects en fait des pédagogies actives qui auraient pu vous questionner ou si oui. Nadia... Vas-y, Karine. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question sur les plans de travail pour les dyslexiques. Est-ce que c'est facile pour eux pour lire? Parce que j'avais été inspectée, ma dernière inspection, j'avais une activité où j'avais mis 2 documents côte à côte et on me l'avait reproché. Et moi, je me pose la question, est-ce que au niveau lecture, c'est facile pour un dys? Alors, il faut le prendre en compte.
C'est pour ça qu'il ne faut pas trop charger le document. Alors, moi, si tu veux, j'ai testé avec mes élèves. J'ai beaucoup d'élèves qui sont dyslexiques dans mes classes. J'ai testé avec mes élèves différentes présentations. En fait, quand j'ai commencé en plan de travail, j'avais pas, tu sais, l'espèce de BD, le plan de travail en forme de BD que j'utilise. J'avais un tableau que j'avais fait simplement sur LibreOffice. C'était un tableau, il y avait les étapes, ils pouvaient les faire dans l'ordre qu'ils voulaient, mais les étapes étaient présentées avec la compétence dans une colonne, le numéro de l'activité et ce qu'il fallait faire. Et après, je n'aimais pas trop ce visuel-là. En plus, je trouvais que c'était trop linéaire. Du coup, ça les enfermait peut-être dans le côté je fais dans l'ordre. Donc, j'ai imaginé la version que vous connaissez maintenant. Et j'ai demandé à mes élèves dyslexiques dans quel format ils se reconnaissaient le mieux. Et ils m'ont dit, en fait, dans les deux, c'est pas forcément évident pour nous. De toute façon, dès l'instant où il y a beaucoup d'informations, c'est pas forcément évident. Il dit après, ce qu'on aime bien dans la nouvelle version, c'est qu'on peut cocher. Donc, c'est assez visuel, en fait, ce qu'on a fait. Donc, voilà, la bulle est cochée, on s'en occupe plus. Et puis, ils ont bien aimé le côté un peu fun de la présentation. Donc, ils m'ont dit, on aime bien, en fait. Ils s'y retrouvaient pas mal. Par contre, il faut faire attention à la police d'écriture. Parce que moi, j'utilise OpenDis, mais il n'est pas lu facilement pour tous les élèves. Donc, faut tester en début d'année et quitte à avoir une version avec une écriture et une version avec une autre. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une élève, alors pas cette année qui est écoulée, mais quand j'avais commencé en mars de l'année d'avant, donc mars 2021, ouais, c'est ça. J'ai une élève qui avait du mal avec la police d'écriture et donc je lui avais fait une version avec une autre police. D'accord. Et une autre question, tu leur imprimes en couleur le plan de travail pour chaque école? Non, je l'imprime. Il est en couleur sur le NT, mais non, je ne l'imprime pas en couleur. Je leur imprime en noir et blanc et si tu veux, les différentes couleurs qu'il y a sur les différentes cases font qu'en fait, même en noir et blanc, ça te fait quand même des zones bien différentes. Ça te fait une forme de relief quand même, les différences de couleurs. Enfin, les nuances de gris. Voilà, j'arrivais plus à retrouver l'expression. Mais non, moi, j'ai pas les moyens d'imprimer en couleur. En plus, je prends pas les moyens. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Après, dans l'établissement, on peut imprimer en couleur. Donc, par contre, il y a certaines activités que j'imprime en couleur parce que nous, on n'a pas de manuel scolaire. Donc, je sais pas, je pense à certains graphiques où tu vas avoir plusieurs courbes, elles sont différenciées par des couleurs. Certains schémas aussi où j'ai des légendes colorées. Ça, j'imprime en couleur. Mais comme je n'en imprime qu'une dizaine, en fait, pour tous mes élèves d'un même niveau, puisque je les mets après sous feuille plastique et puis les élèves viennent les chercher, ça ne fait pas tant de photocopies couleur. Donc, j'essaie de m'arranger pour que mes photocopies couleur, les élèves n'aient jamais besoin d'écrire dessus, en tout cas pas de façon durable. Parfois, je glisse dans une pochette plastique on peut ouvrir comme ça c'est facile à glisser dedans. Et on peut écrire avec un Woody dessus. Si jamais je veux que l'élève complète sur un schéma, par exemple, je fais avec un Woody. Comme ça, j'ai quasiment rien en couleur qui n'est pas durable. D'accord. Après, moi, j'ai bien suivi là, tout ton travail. Et je rencontre les mêmes écoles. C'est pour ça que j'aimerais passer dans cette pédagogie-là. Sous forme de plan de travail. Après, il y a des chapitres où je le sens bien et d'autres pas du tout. Donc, je pense que je vais y aller petit à petit et pas tout révolutionner cette année, quoi. Et après, en 6e, j'ai 30 élèves par classe. Donc, c'est ça qui me fait peur aussi, un peu, de ne pas arriver à suivre tout le monde. Et j'ai une salle avec des paillasses fixes, avec un rebord en plus sur la table. Donc, les élèves, s'ils veulent se retourner, travailler à 4, ils ne peuvent pas poser leur cahier. Ouais, la salle, c'est pas... Le champ, ouais, c'est compliqué. On avait des tables avec un champ avant et c'était la première truc qu'on a demandé quand on a eu la réflexion, c'est qu'il n'y ait pas de champ. Bon, finalement, ils nous ont même mis des tables exprès pour le travail en groupe, c'était pratique. Il y a des collègues qui, pour te simplifier la tâche, si tu as peur de ne pas réussir à voir tout le monde, et je sais qu'il y a des collègues qui fonctionnent par groupe, en fait. C'est-à-dire que les élèves sont dans des groupes qui sont fixes et ils font une production par groupe et c'est ça que le collègue vérifie. Ouais. Ça peut te simplifier le fonctionnement. Et je laisse libre les élèves de choisir leur groupe. Ou pas. Après, ça, c'est toi qui détermine. Mais par contre, il faut que les groupes soient fixes, si tu veux. Il faut pour que tu aies un certain suivi, pour que pour toi, ce soit plus facile. Alors après, à voir si au départ, les groupes sont constitués librement ou si c'est toi qui les imposes. Ça c'est toi qui vois. Mais voilà, il y a des collègues qui ont solutionné comme ça.
Ouais. Bon, au départ, je pense qu'en sixième, je ne les connais pas, donc ce sera librement. Et après, j'adapterai en fonction de si ça fonctionne ou pas, quoi. Après, tu sais, pour le fait de se lancer à fond, ça dépend. Je pense que c'est aussi tellement lié aux personnalités des gens. En fait, il y a des gens qui vont préférer faire du pas à pas en tentant un truc, en revenant dessus, en disant bah, tiens, ça a marché, maintenant je vais faire ça plus ça. Et puis il y a des gens qui préfèrent faire tout d'un coup. Enfin, moi, c'est mon tempérament. Moi, je dis toujours, je suis 0 ou 100%, quoi. Enfin, j'ai du mal à faire un entre-deux. Du coup, bah, moi, j'ai dit non, si j'y vais à fond, quoi. J'envoie valser la table. D'ailleurs, au moment de la réforme, j'avais fait pareil, en fait. Au moment de la réforme, j'ai dit à partir de maintenant, les notes, c'est terminé dans ma classe. Il n'y a plus de notes. Il y en aura pour le bulletin, mais il n'y aura plus de notes dans ma classe. Et c'est là où j'avais commencé à faire des exercices avec des niveaux différents et les élèves pouvaient aller chercher des aides. Mais je ne fonctionnais pas encore en plein travail. J'étais encore en classe entière. Mais pendant les exercices, les élèves pouvaient aller chercher des petits papiers avec des aides. C'était une façon de différencier les exercices pour la maîtrise des compétences. Oui, ça, je fais déjà, là, les aides comme ça. Mais j'ai une telle hétérogénéité dans la classe que mon fonctionnement classique ne me convient plus, quoi. Ah, bah, oui, bah. J'ai des élèves qui vont très très vite et d'autres qui n'ont même pas commencé. J'ai jamais le temps de faire une trace écrite à la fin. Mais ça me convient plus, ce fonctionnement. Bah, Je vais tester, bon, pas sur tous les niveaux parce que je peux pas, j'ai tous les niveaux du collège, mais peut-être démarrer avec les sixièmes et l'année prochaine 5, 4 et puis 3. ouais, bah moi, ça, c'est vraiment un bon conseil. En plus, les sixièmes, l'avantage des sixièmes, c'est qu'ils arrivent de l'école primaire avec déjà des habitudes d'autonomie. Parce qu'il faut savoir que les instituts, ils les laissent en autonomie. Ils ont parfois des fonctionnements, d'ailleurs avec des plans de travail, mais même souvent quand ils ont fini, ils ont accès à des exercices supplémentaires ou à la bibliothèque de la classe. Ils ont des responsabilités. Et en fait, l'autonomie est quelque chose qui est très cultivé en élémentaire et qu'on remet un peu en cause. Alors c'est normal, hein. Nous, on les a parfois que 2 heures par semaine, 1 heure par semaine. Ils changent de classe. C'est pas évident de remettre ce fonctionnement en place, mais on peut s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Oui. Et puis le jeu aussi. Ils jouent beaucoup en élémentaire. C'est quelque chose qui est souvent utilisé. Enfin, je veux dire, le jeu, à la maternelle, il n'y a que ça, que du jeu pour apprendre. En élémentaire, on s'en sert encore beaucoup. Tout ce qui est jeu, scénarisation, mise en histoire, tout ça, c'est des choses qui sont ce sont des leviers qui sont beaucoup utilisés. Donc, en fait, ça les perturbe pas du tout. En sixième, ils sont parfaitement dans cette logique. Hein. Ça, j'ai déjà testé l'année dernière. J'ai testé 2 jeux, un en sixième sur les animaux au cours des saisons. C'était un jeu de 7 familles qui était partagé sur le groupe et ça a très bien fonctionné. Et aussi un jeu en quatrième, c'est un jeu domino pour réviser les notions. C'était pas mal aussi, ils avaient bien apprécié. Donc j'ai déjà testé 2 jeux et j'ai introduit ça alors qu'avant j'en faisais pas. Donc, Et tu avais fonctionné en classe entière, c'est-à-dire que tous tes groupes jouaient en même temps, tous tes élèves jouaient en même temps? Oui, puisque j'avais pas de demi-groupe l'année dernière. Ouais. Et ils avaient choisi avec qui ils voulaient et ça avait très bien fonctionné. Ouais. Bon, bah voilà, donc un retour positif s'il y a des collègues qui n'ont jamais joué avec leurs élèves et qui veulent tenter les jeux. Hein, ça, c'est vraiment moi, c'est vraiment un truc sur lequel je ne pourrais plus revenir. Jouer avec mes élèves, c'est la base. Ouais, non, ça change et puis ils se prêtent au jeu et ils apprennent en jouant. En fait, ça change que de faire des études de documents. Moi, je sais qu'ils ont bien apprécié. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réflexions autour de ce changement de pratique? J'ai encore une question. Je ne vais pas monopoliser tout. Ah, mais vas-y, je t'en prie. Au niveau justement de l'évaluation des compétences, donc j'ai vu que tu, en sixième, donc tu n'étais que sur des compétences et tu sélectionnais la meilleure à la fin du trimestre, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais en cinquième aussi, je fonctionne pareil en cinquième. D'accord, mais alors au niveau établissement, si tu ne rentres, parce que moi j'ai les 2 compétences et notes. Si j'attends la fin du trimestre, on va me dire mais t'as pas de notes. Si je... Alors ils vont moi, à la fin du trimestre le niveau atteint, les pas alors bons.
Ce que tu peux faire, pour t'expliquer le fonctionnement dans mon établissement, les 6e, on n'est que en compétences. Donc, les parents vont sur Pronote, vont voir les compétences parce que c'est ce qui est la seule trace des évaluations qu'ils ont. Donc, moi, au fur et à mesure des évaluations, je saisis dans Pronote le niveau de maîtrise et puis je modifie au fur et à mesure des progrès de mes élèves. Donc, en général, j'attends un petit peu qu'il y ait eu au moins 2 évaluations pour la compétence pour pouvoir commencer à rentrer un point de couleur, de façon à ce qu'on ne commence pas par un élève qui aurait commencé par un rouge, par exemple, il aurait eu la possibilité de progresser au coup suivant. Et puis, pour mes 5e, je fais pareil, sauf qu'avec Pronote, il y a l'option créer un devoir associé à la compétence. Et donc, ça traduit directement dans une note. Donc, Pronote, il met 4 quand tu as rouge, 10 quand tu as orange, 16 quand tu as vert et 20 quand tu as vert plus. Donc, les parents sont avertis de la même manière. C'est-à-dire que quand je saisis la compétence, eux, il y a aussi une note qui apparaît. Donc, s'ils ne vont pas voir les compétences, qu'ils vont voir que les notes, ils ont une note qui apparaît. Et qui se modifie au cours du temps. Dans le trimestre. Mais ça, ils le savent aussi, puisque au début de l'année, je leur explique bien comment je fonctionne. Oui. Ben moi, dans mon établissement, il y a pas mal de profs qui ne mettent pas les compétences. On est embêtés là en 3e quand même. Ils ne sont pas rentrés dans les compétences, ils sont toujours dans les notes. Donc, voilà. Chez nous, ça peut aussi être le cas. Il y a certains collègues pour lesquels c'est plus facile que d'autres. C'est vrai que nous, en sciences, on est déjà... ça fait longtemps qu'on fonctionne avec les compétences. Avant, on avait les 4, raisonner, communiquer, s'informer et réaliser. Moi, j'ai été formée à l'UFM comme ça. Donc, c'est pas nouveau, j'allais dire. Oui, en SVT, on a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des matières pour lesquelles, tu vois, c'est plus compliqué. Donc, et puis la formation a pas forcément été suffisante pour ces collègues-là qui sont très loin en fait de ce fonctionnement par compétences. Donc ça peut être plus compliqué pour certains collègues. D'ailleurs, nous, on a gardé que le niveau 6e en compétences. Mon chef d'établissement aurait bien aimé qu'on monte à 5e, 4e, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça va se faire. D'accord. Mais par contre, sur le bulletin, depuis l'année dernière, on a vu apparaître sur le bulletin des 5e et des 4e la case. Donc, il y a la case avec la moyenne dans chaque noté. Et à côté, il y a la moyenne en point de couleur. Quoi. Donc, voilà. C'est un paramétrage de Pronote. Oui. On ne l'avait pas avant, il est arrivé. Donc, tu vois, les choses évoluent petit à petit. Quoi. D'accord. Et c'est vrai que cette progressivité, là, elle est hyper importante. Le fait de laisser les élèves pouvoir recommencer, se tromper, refaire, c'est un peu comme le principe des ceintures de compétences. Quoi. C'est-à-dire que chaque fois que tu as progressé, tu peux valider une nouvelle étape. Quoi. C'est important de leur laisser la possibilité de s'améliorer. Quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? J'avais une question, peut-être c'est pas directement lié. C'est parfois j'ai vu des choses sur les téléphones portables, utilisation en cours de téléphone portable. Et je voulais savoir si c'était fréquent, par exemple pour toi, ou voire même indispensable pour certaines applications ou utilisations. Alors, il y a des établissements où il y a des tablettes qui sont disponibles. Donc là, la question est plus simple. Et il y a des établissements où ce n'est pas le cas, ce qui était le mien. Donc il y a 2 solutions. Soit on ne fait pas rentrer de numérique dans l'école, soit on va en salle multimédia quand on veut faire du numérique, soit on demande l'autorisation d'utiliser des téléphones portables. Nous, on a fait le 3e choix. Alors, on a un super équipement en salle informatique, mais la salle informatique, ça nécessite de la réserver en avance pour 1 heure. Si jamais tu as juste besoin, tu vois, de leur faire regarder une petite vidéo, un petit quiz interactif, tout ça, tu ne peux pas le faire. Moi, en plan de travail, ce n'était pas possible, parce que du coup, il aurait fallu que je réserve tous les créneaux de toute la... Voilà. Et puis, il y a, je crois que ça doit remonter à 4 ans maintenant, parce que c'était quand même avant le Covid. Ça remonterait à 4 ans maintenant. On a demandé à une modification du règlement intérieur pour autoriser l'usage du téléphone portable dans un cadre pédagogique. On s'est dit, merde, ils l'ont tous dans la poche. Parfois, on était embêtés parce que, tu vois, par exemple, il y a un élève qui est absent. Il revient, il dit, oh madame, est-ce que je pourrais avoir le cours à rattraper ? C'est quand même tellement plus simple de lui dire, écoute, prends la photo du cahier de ton camarade et puis comme ça, chez toi, tu recopies tranquillement. Plutôt que d'organiser, attends, je vais te faire une photocopie. Enfin, en fait, ça nous semblait être une aberration de ne pas pouvoir... alors des fois, je dis, ouais, je t'ai envoyé un message sur Illico. Bah oui, mais je ne pouvais pas le regarder parce que là, j'étais au collège et
Alors bon, donc on pourrait être en accord avec le réglementaire, parce que pour moi c'est hyper important, hein, cette cohérence avec les règles qui régissent l'établissement. On a demandé une modification. Et on l'a eu tout de suite, hein. On n'a pas eu besoin j'allais dire de batailler, mais voilà. Et moi, ça se passe très bien. J'ai eu quoi là depuis, donc ça fait 1 an et demi que je fonctionne en plan de travail, où les élèves peuvent du coup utiliser vraiment tous les jours leur téléphone. Enfin, dans tous mes cours, il y a au moins une activité à faire sur téléphone dans le plan de travail. Parfois, il y en a même jusqu'à 3. Donc, tous les jours, j'ai des élèves qui ont leur téléphone allumé en classe. J'ai dû avoir peut-être 3 élèves qui ont fait autre chose. Mais bon, le autre chose, c'était pas un truc hyper grave. C'était genre, ils ont été voir un des messages qu'ils avaient reçus sur Snapchat. Enfin, j'ai pas eu de dérive. De toute façon, je leur dis en début d'année, je leur dis, écoutez, vous voyez ma façon de fonctionner. Ouais, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses un peu sympas qu'on va essayer de faire. J'essaie de me baser sur les outils d'aujourd'hui. Donc, c'est tout en votre intérêt, en fait, que ça se passe bien. Parce que si ça se passe pas bien, on peut plus le faire. Donc, ça nous réduit vachement dans les possibilités, hein. Ils préfèrent travailler sur leur téléphone que regarder un livre, hein, dans un livre, hein, c'est clair. Clairement, il n'y a pas photo, quoi. Surtout les miens. Enfin, je veux dire, nos élèves, le livre, voilà. Donc, après, on les amène aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, par le téléphone, tu vas les amener à faire des activités dans lesquelles tu vas engager de la lecture. Donc, ils vont être de plus en plus à l'aise avec la lecture. Et par ce biais-là, tu peux les emmener après vers des articles de journaux. Et en fait, tu te rends compte, là, en fait, tu as lu un article de journal. Est-ce que tu sais que ce journal-là, en fait, il est au CDI? Et si tu voulais voir la suite, en fait, tu sais que tu peux aller le consulter. Donc voilà, on peut les amener après vers les livres réels, une fois qu'ils ont pris confiance aussi en eux, dans le fait de pouvoir lire, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages, hein, aux outils numériques. Moi, je sais, tout à l'heure, on parlait des dyslexiques. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ont du mal à lire. Et l'avantage avec mon ENT, c'est qu'il y a un lecteur vocal. Donc, tout ce que je mets, en fait, tout ce que je tape dedans, alors, déjà, il est adapté aux 10, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir la taille, la police, l'interligne, et ils peuvent le faire lire, en fait. Donc, tout ce qui est travaillé à la maison, où je sais qu'ils vont peut-être être tout seuls, ou ils n'auront pas un copain à côté qui pourra leur lire le document, je mets tout dans, en fait, je copie-colle le texte dans le NT, de façon à ce qu'ils puissent utiliser l'outil exprès d'aide à la lecture. Et dans ton établissement, toi, vous avez le droit de les utiliser, vous n'avez pas le droit, ou c'est une question que tu te poses? Si, ils ont autorisé pour activité pédagogique. Moi, par exemple, j'ai utilisé une fois, par exemple, parce que je leur demandais de prendre des photos chez eux du croissance d'une plante, quelque chose comme ça. Donc, ils me montraient leurs photos sur leur téléphone, ceux qui n'arrivaient pas à l'envoyer par mail ou sur le Drive. Mais oui, je trouve que c'est très intéressant, et tout ce qui est numérique, et je suis assez pour le développer. Après, c'est ça, oui, par rapport aux livres, etc. J'ai essayé de ne pas non plus trop me lancer dans des choses numériques pour pas que le livre ou le papier parte. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça très intéressant que le téléphone soit un outil pédagogique. Après, au-delà de l'aspect pédagogique, disciplinaire, hein, il y a aussi tout ce qui est acquisition des compétences, ce qu'on appelle avec être prof, les compétences du 21e siècle. Hein. Savoir utiliser un téléphone, flasher un QR code, envoyer un message par un ENT, enregistrer, je sais pas, même faire un petit truc vidéo. Tout ça, c'est des choses dont ils auront besoin. Enfin, je veux dire, la communication par le numérique, ça sera leur quotidien. Donc, voilà, c'est aussi important. Pour moi, en fait, c'était aussi important pour ça. C'est-à-dire que j'y voyais à la fois des atouts pédagogiques, avec tout ce qui est mémorisation, ou bien, par exemple, au lieu de regarder une vidéo toute simple que je pourrais projeter à mon tableau, hein, là, en utilisant leur téléphone, je peux rajouter des questions au cours de la vidéo pour vérifier qu'ils ont bien été attentifs. Je rends ma vidéo interactive, et donc c'est là où c'est intéressant. Ils peuvent avoir un feedback immédiat sur les réponses si tu fais un petit QCM, qu'ils ne vont pas avoir quand tu le fais à l'oral comme ça pour toute la classe. Tu vas pas pouvoir donner à chacun en fait un retour. Et puis aussi en tant qu'RUPN, en tant que responsable des usages pédagogiques du numérique,
ça me permettait d'initier mes élèves progressivement aussi à l'usage du numérique, autre que récréatif. Parce que effectivement, eux, ils vont avoir l'habitude d'utiliser leur téléphone pour aller sur YouTube ou pour aller sur Snapchat, mais pour en faire qu'un outil de connaissance, non. Donc c'est intéressant de leur montrer que, en fait, si, on peut aussi apprendre avec son téléphone et on peut découvrir plein de choses et c'est la porte vers le monde de la connaissance aussi, quoi. De la même manière que l'est une bibliothèque. C'est vers ça, en fait, que je veux les amener, quoi. Et la plupart des élèves ont une bonne connexion Internet? Alors, donc déjà, ils n'ont pas de connexion Internet, ils ne peuvent se connecter qu'en Wi-Fi. Donc, je partage ma connexion. Donc, en fait, tous les matins, je mets un nouveau mot de passe sur mon Wi-Fi. Donc, voilà, les élèves qui ont le cours avec moi, ils peuvent se connecter. Et ils n'ont pas tous un téléphone portable. Mais grosso modo, en 5e, ils en ont quasiment tous. En 5e, j'avais déjà fait le test, il n'y a que 2 élèves qui n'en avaient pas. Et en 6e, c'est un peu plus. Je dirais peut-être sur ma classe de 24, il doit y en avoir 5 ou 6 qui n'ont pas de téléphone. Mais en fait, comme ils travaillent souvent en groupe, il y en a toujours au moins un pour 2, donc en fait, c'est suffisant. Et puis au pire, maintenant, on est équipé de tablettes. Donc entre-temps, en fait, il y a 4 mois avant la fin d'année scolaire, on a reçu un chariot pour le pôle sciences avec un lot de tablettes. Donc, quand j'ai exceptionnellement des élèves qui n'ont pas, ou si c'est par exemple un Geniali que je veux qu'ils fassent de façon un peu individuelle, ou hop, je vais chercher sur les tablettes. Mais c'est plutôt mon collègue qui les utilise parce que mon collègue, lui, ne veut pas que les élèves utilisent leur téléphone portable. Donc, lui, du coup, je lui laisse les tablettes. Pour moi, c'est pas un problème. Et puis, il y a l'ordinateur de mon bureau, il y a mon ordinateur portable aussi, si jamais il y a besoin d'un autre outil numérique à disposition. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Alors, j'aurais voulu qu'on aborde deux petites choses en plus de ce qu'on a déjà dit. La première, c'est la question du bruit pédagogique. Est-ce que vous avez été confronté parfois, peut-être, quand on démarre avec les pédagogies actives, à la problématique du bruit? Parce que forcément, laisser les élèves en groupe, en autonomie, ça fait du bruit. Est-ce que certaines d'entre vous ont été gênées par ça? Non, pas plus que ça. Alors, il y a des solutions pour si jamais ceux qui regarderont le replay sont confrontés au bruit pédagogique. Alors déjà, il faut savoir aussi qu'on n'a pas tous le même seuil de tolérance au bruit. Et je pense qu'il faut vraiment en être conscient parce que je sais que par exemple, moi, mon seuil est assez... Enfin, je tolère assez mal le bruit. Et souvent, quand je dis aux collègues qui viennent voir dans ma classe, oh, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit, ils me disent, oh non, carrément pas, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de bruit. Et j'ai l'impression aussi que quand on est celui qui observe, et quand on est celui qui fait qui fait cours, mais je fais plus cours, mais qui est le prof en charge de la classe, on n'a pas la même perception non plus de ce bruit. Et il faut toujours ramener à est-ce qu'ils sont plus productifs quand ils sont silencieux? Sur la grande question. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes collègues quand ils me disent ouais, mais attends, ça fait du bruit. Et tu trouves qu'ils apprennent mieux quand ils sont silencieux? Enfin, est-ce qu'ils apprennent mieux quand ils sont silencieux? Et l'autre point de vigilance, c'est il y a des élèves que justement l'excès de bruit peut gêner. Donc, il faut aussi ne pas le négliger. Donc, c'est vrai que souvent, moi, je réexplique ça à mes élèves. Je leur dis, vous savez, dans la classe, il y a des élèves qui ont du mal à lire. Donc, mettez-vous dans l'idée, quand vous êtes en train d'apprendre à lire, ou de vraiment maîtriser avec des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas, s'il y a du bruit autour de vous, vous voyez, vous allez tout de suite être un peu gêné et vous allez avoir envie d'être dans votre bulle. Donc, moi, je ne veux pas que ça arrive aux élèves de la classe. Je voudrais qu'on soit attentif à ça et qu'ensemble, on fasse attention au volume sonore. Donc, je passe beaucoup de temps en classe, quand je vais d'une table à l'autre, à dire est-ce qu'on peut chuchoter? Oui, vous pouvez parler, mais on essaie d'être raisonnable sur le volume. Des fois, j'arrête même toute la classe. Je dis stop, sans les disputer, mais je leur dis stop, on a atteint un bruit là qui est gênant. Donc, tout le monde fait le silence et on repart sur des bases où on chuchote. Parce que le problème, c'est que c'est l'escalade. En fait, tout le monde parle de plus en plus fort. Et ça, ils comprennent bien ce principe-là, de dire, en fait, des fois, oui, on se laisse un peu emporter par le bruit de la classe et ça. Donc après, il y a des outils qu'on peut mettre à disposition. Alors, il y a des outils soit pour réguler le bruit, soit pour permettre aux élèves qui sont gênés par le bruit de ne plus l'être. Donc, pour ceux qui sont gênés par le bruit, on peut utiliser des casques anti-bruit. Si certains élèves ont vraiment envie d'être dans leur bulle,
Alors avec le Covid, c'était plus compliqué parce que c'était difficile de prêter du matériel, notamment qui était en contact avec la peau, mais bon, voilà. Le casque, les élèves sont dans leur bulle. Donc ça, c'est une bonne technique. Certains collègues, moi je ne le fais pas, mais certains collègues laissent les élèves mettre leurs écouteurs avec de la musique. Donc le fait d'avoir les écouteurs, ça va masquer le bruit ambiant et puis une petite musique douce, ça peut aider à se concentrer. Donc ça peut être possible. Il peut y avoir après pour surveiller le bruit. Il y a plusieurs applications. Hein, si vous tapez bruit, volume sonore dans la classe, vous allez en trouver plusieurs. Un Bouncy Ball, il y en a plusieurs qui permettent de faire ça. Et il y en a même un, alors je me rappelle plus de son nom, mais je crois l'avoir partagé sur le groupe, où en fait ça dessine une image au tableau en fonction de... Enfin, chaque fois qu'il n'y a pas trop de bruit, le dessin se forme, et dès qu'il y a trop de bruit, le dessin s'arrête. Donc ça peut être intéressant aussi, s'ils veulent voir le dessin fini, de faire attention au volume. Il y a aussi d'autres collègues qui utilisent, mais voilà, moi ça ne marche pas du tout dans mes classes, mais le fait de lever la main. Un élève qui est gêné par le bruit lève la main, et tous les élèves qui voient un élève avec la main levée doivent aussi lever la main. Et en fait, le fait de lever la main, ça fait que l'élève se tait, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à faire ça les coupe dans leur élan de discussion, et puis au bout de quelques secondes, le silence règne dans la classe. Voilà. Après moi, mes élèves, c'est la baltringue, et il ne veut pas qu'on parle pour le premier qui a levé la main. Donc en fait, ça ne marche pas du tout. Ça dépend de l'état d'esprit des élèves. Mais par contre, je l'avais essayé avec des élèves qui étaient très peu autonomes. Et je pense que je vais retenter avec des élèves de 6e dès le début de l'année, tant qu'ils ne sont pas encore dans cet état d'esprit un peu, je ne m'écarte pas de l'ambiance générale du groupe, surtout de ne passer inaperçu. Voilà, je vais voir, peut-être que ça marchera, mais ça, c'est une autre solution. Et puis pour le bruit, il peut y avoir aussi de mettre des responsabilités, c'est-à-dire si on les fait travailler en groupe, il peut y avoir une personne qui a un rôle de gérer le bruit, le responsable du volume sonore. Dans les astuces pour le bruit, ils mettent de la musique en fond de classe, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des écouteurs, mais ça marche. Ça, je l'ai déjà fait et ça fonctionne. De mettre, donc, on met une musique et il faut qu'on puisse entendre la musique de n'importe quel endroit de la salle. La musique étant projetée quand même à un volume sonore assez bas. Donc, en plus, si on met une musique assez douce, assez relaxante, ça peut mettre une ambiance de travail sympa. Moi, je sais que ça, je l'ai utilisé et souvent l'après-midi, c'est quelque chose que je fais. Et puis, il y a aussi, alors ça, c'est pas uniquement sur le bruit, mais faire un petit temps calme au retour d'une récréation, par exemple. Ça aussi, hein, dans l'élémentaire, ils sont habitués à le faire. Hein. Ce petit temps calme où, après un temps d'excitation, on fait quelques instants de silence, de respiration. Ça permet aussi d'éviter que les élèves fassent trop de bruit. Je ne sais pas si vous aviez d'autres idées, d'autres techniques pour... Après, si vous n'aviez pas été confronté au problème, ça vous n'avez peut-être pas testé beaucoup de choses. Non, pas d'autres idées. Ça, c'était l'autre truc que je voyais. Et puis, l'autre élément, l'autre question, enfin, l'autre problématique, si vous voulez, pédagogique importante quand on passe en pédagogie active, c'est le changement de posture du prof. C'est-à-dire qu'on n'est plus le prof qui est au tableau, qui est là et qui contrôle un peu la classe. On se décale et on arrive à côté de l'élève. Et ça peut être à l'origine de difficultés. Pour certains collègues, ça peut être le pas à franchir qui peut être pas facile pour certains. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette difficulté à lâcher un peu prise et à accepter qu'il puisse se passer des choses sans que ce soit vous qui contrôliez les étapes, l'ordre, le rythme, sans tout contrôler, tout voir, tout... Je ne sais pas si c'était facile pour vous. Oui, ça avait l'air de... Tout à l'heure, quand vous parliez de commencer à jouer, c'est vrai que par exemple, il y a des collègues qui ont du mal à laisser jouer les élèves parce que ils ont peur que ça parte qu'il y ait des problèmes de discipline, que les élèves fassent n'importe quoi. Vous voyez, cette perte de contrôle un peu. En fait, quand on est au tableau et qu'on peut dire « taisez-vous, là, pour l'instant, c'est moi qui parle » ou « tel élève est en train de parler », vous voyez, on a cette espèce de mainmise sur la classe qu'on perd du coup quand on n'est plus là parce que je sais que ça peut faire peur à certains. En tout cas, il faut se rassurer, hein, vraiment. Moi, je suis dans un établissement où c'est pas facile. Hein. Quand on est en REP, la gestion de classe, c'est une problématique que rencontrent beaucoup de nos collègues. D'ailleurs, on n'accepte plus de stagiaires dans mon établissement à cause de ça, parce qu'on a eu plusieurs stagiaires qui ont été en difficulté en fait
pendant leur année de stage par rapport à la gestion de classe. Et depuis que je suis en plan de travail, j'en ai tellement moins. En fait, cette liberté de mouvement, cette liberté de parole, cette liberté de choix aussi qu'ont les élèves, ça fait qu'ils sont beaucoup moins contraints. Donc, en fait, ils ont beaucoup moins tendance à exploser quand cette façon d'être contenu là est trop importante. Donc, vraiment, moi, j'ai vu beaucoup de bénéfices sur cette gestion de classe. Alors, mes journées ne sont pas moins fatigantes parce que je vais d'un à l'autre, je suis partout en même temps et voilà. Mais par contre, je suis beaucoup moins fatiguée par cette tension qu'il peut y avoir parfois quand un élève est dans la provocation, que, vous voyez, il se joue quelque chose dans le groupe. Quand on est en classe entière et qu'il y a un élève qui ne se sent pas bien dans ce groupe-là, qui à ce moment-là, ou parce qu'il est en difficulté dans la matière, parce qu'il y a des choses qui se jouent, voilà, et que ça se passe mal, quoi. Il peut y avoir un rapport de force, même parfois, qui s'instaure, et il y a tous les élèves sont les spectateurs, donc ils vont renforcer ce truc-là. Et je trouve que depuis que je suis en plan de travail, j'ai plus ça. Parce qu'en fait, l'élève n'a plus besoin d'afficher quelque chose par rapport au reste de la classe. On est toujours en tout petit groupe. Donc, si jamais il y a ce genre de posture d'élève, et c'est sa façon de se protéger, ça va être vraiment à la table où il est, en fait, qu'il va y avoir ce conflit. Mais en fait, c'est devenu beaucoup plus rare aussi parce que les élèves sont beaucoup plus sécures. En fait, tu vas à leur rythme, tu différencies, tu leur fais confiance, tu leur laisses la possibilité de se tromper et de recommencer. En fait, il y a moins tout ce qui est très anxiogène pour un élève qui est en échec, en fait. Donc, moi, je trouve que sur la gestion de classe, c'est vraiment positif, quoi. Et j'ai beaucoup moins de problèmes de discipline, en fait. De façon générale, même des choses qui pouvaient être... des élèves qui se battent, par exemple, ou des choses comme ça. J'en ai encore, parce qu'on a des élèves qui peuvent... mais je trouve que la classe est beaucoup plus apaisée. Donc, moi, je dis, vraiment, ce changement de posture peut faire peur. Parce que dans une certaine manière, il faut lâcher prise. Mais franchement, quand on l'a testé, on voit qu'il y a vraiment un retour sur l'investissement de cet engagement-là. J'avais partagé un visuel qui avait fait un peu débat sur, vous savez, quitter la zone de confort. Voilà, donc ça avait fait un peu débat des collègues qui n'étaient pas du tout... Mais moi, ça me parlait énormément. Pour moi, pour mes élèves, et pour nous, là, c'est ça, sortir de notre zone de confort, quelque chose qu'on connaît, qu'on a appris. Voilà, le prof, il est au tableau, il déroule, il écrit les titres au tableau, il lance ses élèves en activité, il corrige. Tout ça, c'est très sécurisant pour nous, parce que c'est comme ça qu'on a été formés. C'est vrai que ça peut faire peur de bousculer un peu, mais n'ayez pas peur. Enfin, si, ayez peur, mais faites-le quand même. n'ayez pas cette retenue-là, osez. Et puis, au pire, ça marche pas. Vous aurez essayé, vous en tirerez les enseignements et vous allez vous aussi progresser. Donc vraiment, moi, de toute façon, vous l'avez vu, c'est l'état d'esprit du groupe. Ce que je conseille vraiment, c'est de tenter des choses, quoi, de laisser parler l'envie, la créativité, d'oser et c'est notre métier. Notre métier veut ça. Nous, on est des cadreurs, on est des créateurs. On n'est pas des exécutants. On n'est pas là pour appliquer quelque chose qu'on nous a transmis. On est là pour apporter quelque chose, pour créer, pour être à l'initiative d'eux. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi. Sortez des schémas sur lesquels dans lesquels on a tous été un peu enfermés, mais c'est normal, mais qui clairement répondent plus aux problématiques de l'école d'aujourd'hui. Enfin, on peut pas enseigner aujourd'hui comme on enseignait il y a 20 ans, nos élèves sont plus du tout les mêmes. Et je crois que la vision qu'on a de l'enfant aussi a changé. Et les droits de l'enfant, la considération qu'on peut avoir aussi pour les individualités, elle a changé et il faut qu'on en tienne compte, quoi. On peut pas imaginer que la classe c'est juste un collectif et puis tant pis, quoi, débrouillez-vous, je transmets le truc et puis chacun prendra. Non, il faut s'adapter et tester, créer comme ça donne cette pas l'adrénaline, mais au niveau hormonal, en tout cas, il doit y avoir, à mon avis, un paquet d'hormones de bonheur là-dedans qui fait que après, on a envie. Et puis, c'est transmissif. Donc, les élèves, ils ont envie de nous suivre. Quand ils nous voient arriver avec un grand sourire, bon, allez, asseyez-vous, on va faire un escape game. Voilà, ils ne peuvent voir et ne peuvent qu'avoir envie en voyant
notre sourire, quoi. Donc, n'hésitez pas à tester. Si jamais vous avez cette petite crainte de lâcher prise, n'hésitez pas, lancez-vous et surtout dites-le après. Racontez-nous sur le groupe. Dites-nous ce que vous avez testé et ce qui a marché, et puis aussi ce qui n'a pas marché, parce que c'est important aussi de communiquer sur ce qui ne fonctionne pas pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Voilà sur ce petit point sur comment se lancer. J'espère que ça a répondu peut-être aux questions que vous n'aviez pas, puisque vous êtes arrivé avec peu de questions, mais parfois dans la discussion, il y a des choses qu'on peut prendre, même si en fait on ne s'était pas rendu compte qu'on avait ces questions-là. Et puis moi, je vais vous souhaiter à toutes et à toutes là, et à tous, si jamais il y a des hommes qui nous écoutent en replay, une bonne rentrée. Allez, on est à J-7 là. Hein. À cette heure-ci, dans une semaine, moi, je retrouverai avec plaisir mes petits sixièmes après le repas du midi et j'essaierai de les rendre acteurs aussi de cette rentrée pour qu'ils s'approprient pleinement leur vie de collégien. Je vous dis à bientôt sur le groupe. Je partage bientôt mes 2 projets d'année, hein, mais j'ai pas fini et voilà, c'était un peu tendu ces derniers temps. Il y a quelques petits soucis à gérer, mais promis, allez, je dis avant dimanche, je vous partage mes 2 petits projets là que je prépare, que je fais mijoter là depuis plusieurs mois et qui vont sortir avec plaisir. Et puis bon courage, bonne préparation si vous êtes studieux la semaine qui arrive. Et puis excellente rentrée à vous et à vos élèves. Merci beaucoup pour ton travail, ton partage et ces ateliers. Merci. Et bonne rentrée. Et je vous souhaite une bonne après-midi aussi. De rien, Karine, merci. Bonne fin de vacances aussi à toi. Et merci aussi, Angelina.